Il n'y a vraiment rien qui ressemble à d'habitude. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Bonjour tout le monde, pour ce nouvel épisode, on vous emmène dans un univers qui allie mode, déco, beauté et voyage. Entre Paris et Ibiza, entre l'influence et l'entrepreneuriat, entre l'inspirant et l'accessible, vous savez de qui je parle. Salut Camille. Salut. Merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous, merci d'être là. Bienvenue à Paris, bienvenue à la maison. Merci. C'est un honneur de t'avoir au micro de Social Kids. Je n'ai sûrement pas besoin de te présenter, mais je vais quand même le faire en quelques mots. Tu as créé ton blog avec ce pseudo que tout le monde connaît aujourd'hui, Noolita, en 2014, qui s'est évidemment décliné ensuite sur Instagram avec un compte à 1 million d'abonnés aujourd'hui. En 2023, tu lances ta propre marque, Galeya, qui propose de la mode et de la décoration. En 2024, tu lances le concept de Sloé Ibiza, qui organise des séjours sur mesure sur l'île. Tu es aussi à la tête de Deux Îles d'Or, un espace bureau, événement, shooting. Exact. Et enfin, aux côtés de Jenny avec Sister Astro et votre podcast Together is Enough. C'est exactement ça, bravo. Belle présentation. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de Galeya et de ton parcours entrepreneurial de manière générale. Ok, super. Alors la tradition sur Social Kids, c'est que tu te présentes toi-même en nous lisant ta bio Instagram. Ok. Donc je te laisse nous la lire et nous dire peut-être un petit mot si tu as envie. Des années que j'ai, je sais pas, ma bio Insta, il y a marqué Paris Ibiza. Voilà, et après en dessous, donc il y a les arrobas donc de Galeya, Sister Astro, The Île d'Or et Sloé Ibiza, avec un Linktree qui ramène vers différents liens sur le blog ou autre de différentes sélections de shopping que j'ai fait, mais différents médias en bas. Voilà, donc elle est très simple. Elle est très simple et j'avais déjà tout dit en fait. Ouais, c'est ça, t'as fait tout dit. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. Si on revient en arrière, quand tu commences à vivre de l'influence, est-ce que tu as tout de suite eu cette envie entrepreneuriale ? Ouais, je pense que je l'ai eu très très rapidement parce que je sais pas, je vais raconter un premier petit business que j'ai eu que la plupart ne doivent pas connaître, mais que mes abonnés qui étaient là au tout départ doivent connaître. J'ai vendu des affiches sur un site qui s'appelle Toujours, parce qu'en vrai, il ne tourne plus, ça ne sert à rien d'y retourner, mais c'était Noolita Shop, et je vendais des affiches en PDF qu'on pouvait imprimer derrière, en fait, que j'avais utilisé dans ma déco. Et du coup, je conseillais aux filles de pouvoir les imprimer, tu sais, avec les applications Cheers, tout ça, d'en faire des jolies affiches imprimées. Et donc, j'avais commencé directement avec ça parce que c'était le truc de... les gens me demandent quelque chose que j'ai constamment à la maison parce que c'était des affiches que j'avais créées pour moi-même. Donc, je me suis dit, je vais monter un e-shop. Et j'avais fait un tout petit e-shop avec vraiment pas grand-chose dessus à part juste ces liens d'affiches. Et donc, j'ai commencé par ça. Donc, je pense que j'allais te dire au départ, non, je l'avais pas. J'avais pas dans l'idée de monter tous les business, en tout cas, que j'ai créé derrière. Mais en tout cas, si, parce que du coup, j'avais quand même créé ce petit e-shop à la base. Donc, finalement, je pense que c'était quand même dans un coin de ma tête. Mais c'est vrai que je me suis laissée porter par le move du début de l'influence et j'avais pas vraiment à tout prix l'idée de créer une marque au départ. Et est-ce que cette envie de créer une marque, un business, un projet à toi, c'est parce que l'influence, à un moment, ne te suffisait plus ? C'est pas que l'influence me suffisait plus parce que j'ai toujours été très, très occupée par l'influence. Je pense que c'est vraiment, on a l'idée au départ de voir ce qu'on arrive à vendre auprès des marques, en fait, la force qu'on a de frappe, de vente. Et on se dit, en fait, pourquoi pas le faire moi-même pour... Je ne dirais pas pour une question d'argent au départ, parce qu'on sait très bien que ça va engendrer beaucoup de frais, beaucoup de choses derrière, mais en fait, juste pour se dire, plutôt que d'avoir vendu le produit pour quelqu'un d'autre, je vais vendre un produit qui m'appartient, quelque chose que j'ai créé, qui sort de ma tête, et cette fierté de dire, je l'ai vendu
parce que ça sort de ma tête. Donc voilà, l'argent n'a jamais été une motivation au départ parce que l'influence, déjà avec l'influence, on gagne déjà très bien notre vie, donc c'est pas une motivation. Et puis après, avec le recul, faut pas que ce soit une motivation parce que vraiment c'est très compliqué de gagner de l'argent quand on n'est pas investi à 100% dans son business parce qu'on fait d'autres choses à côté. Mais du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de se dire je vais créer quelque chose moi. Donc c'est plus une fibre créative à la base de se dire je vais réussir à créer quelque chose et voir si j'arrive à le vendre auprès de ma communauté. Ok. Quand tu lances Galéa, c'est un projet 100% à ton image, hyper fort associé à ton univers. Ouais. Est-ce que tu penses directement à la communication digitale du projet ? Est-ce que tu sais direct comment tu veux parler de ce projet sur les réseaux ? Ouais, je sais que donc c'est à la base vraiment le produit principal, c'était les Santiago. C'est un produit que je portais depuis déjà toute jeune, depuis mes années collège. Je suis d'origine espagnole, c'est quelque chose qui est très implanté chez moi, les Santiago, les sabots, vraiment dans ma région, c'est quelque chose de très très fort. J'avais fait il y a des années, mais il y a quasiment 9 ans, je dirais, une collaboration avec une marque espagnole, justement une toute petite marque de ma ville, dont je suis originaire en Espagne, en Galice. Et j'avais fait une co-création de Santiago qui avait cartonné. Et du coup, vraiment, l'idée, c'était de retourner vers ce produit-là. Donc vraiment, j'ai été chercher mes fournisseurs dans les ateliers, donc fabriqués au Portugal, juste à côté de ma région, parce que moi, je suis très proche du Portugal. Donc vraiment, pour moi, la communication, elle allait tourner tout autour de ça. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à communiquer comme je le voulais. Les difficultés que j'ai eues au travers de cette marque et au travers de d'autres projets entrepreneuriaux, c'est que je me suis rendu compte que de parler de mes propres projets, c'était plus compliqué que de parler des autres marques. Sur le compte de Neolita ou sur le compte de la marque ? Sur le compte de Neolita. Je pense que la com, elle a été très bien faite sur le compte de la marque. On a réussi à expliquer, à expliquer comme on le souhaitait, en fait, toutes les informations qu'on voulait passer. Mais moi, ma force à moi, c'est de pouvoir parler et d'être super naturelle et de pouvoir partager justement ce que j'ai dans ma tête, mes ressentis, comment les choses ont traversé dans mon esprit, que c'est vraiment un projet qui remonte à mon enfance. Et en fait, j'avais du mal à en parler parce que j'avais du mal à vendre un produit qui était associé à quelque chose qui était très affectif pour moi. Et du coup, à ce niveau-là, je pense que pour moi, j'ai loupé ma communication. Ok, mais donc sur le compte de Neolita ? Sur le compte de Neolita. Sur Galéa, on a fait le travail comme il fallait le faire. Mais il fallait mettre un peu plus d'affect de mon côté et j'ai pas réussi à le faire. Ok, parce que du coup, nous, on a été voir le compte de Galéa, qu'on a adoré. Merci. Est-ce qu'il y avait une équipe pour la communication vraiment dédiée à ce projet ? Ouais, complètement. J'avais une équipe derrière qui bossait super bien sur tout ce contenu, qui a fait des choses... super, quoi. J'étais très contente de la communication sur le compte de Galéa. Sur ça, il n'y avait rien à dire. Et toi, tu étais impliquée à quel point dans la com vraiment pour la marque Tout a été validé par moi. Après, c'est CM que j'avais en interne. Du coup, la DA, on la valide ensemble. Et après, c'est elle qui duplique tout. Et donc, c'était ma CM qui s'occupait de tout ça. Mais donc, tu es quand même à la tête des idées. Ça sort quand même de ta tête en partie, en tout cas. En fait, les filles m'ont accompagnée pendant toute la création de projet. Donc, elles étaient là quand on a été voir les fournisseurs. Elles ont suivi tout le processus de création, tous les allers-retours sur les prototypes, tout ça. Donc, en fait, on était vraiment une équipe. Quand on monte un projet comme ça et qu'on est une petite équipe, tout le monde fait un peu tout. Donc, c'est vrai que celle qui s'occupait de la communication sur les réseaux sociaux était là sur l'avancée de tout le projet. Donc, elle a tout suivi. Donc, finalement, c'est pas, je lui ai dit, on va dire ça. On le savait qu'on allait devoir parler des fournisseurs, qu'on avait que notre atelier, c'était un atelier familial. Ça allait de soi que c'était la continuité de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent pour en arriver là, quoi. Oui, au final, elles étaient complètement imprégnées du projet aussi. Ouais, 100% imprégnées du projet. Ouais. Et est-ce que c'était important pour toi ou est-ce que c'est le fruit du hasard ou justement parce que c'était aussi très familial, l'idée vient d'un projet... qu'au départ, le projet soit aussi associé à toi, à ton visage, à ton image, à ta maison. Ouais, c'était complètement important parce que là, c'était le premier projet que je faisais à 100% seule. Du coup, l'idée, c'était vraiment... tout sortait de ma tête, là, et c'était vraiment retracer l'histoire de tout ce que... de toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je me suis même fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à une paire de Santiago. Donc, vraiment, il y avait une image forte par rapport à tout ça pour moi.
Donc, c'était évident que j'incarnais la marque quand je l'ai lancée, ouais. Est-ce que le fait qu'on t'associe à la marque, ça a joué aussi dans le succès de la marque? Oui, complètement. Ça, c'est indéniable. Lancer une marque aujourd'hui, c'est long, c'est compliqué. D'être l'image de la marque et de la porter en mon nom, bien sûr que ça aide au lancement, ça c'est sûr et certain. Est-ce que quand tu lances la marque, tu sens directement que ton audience sur le compte de Neolita, elle te suit sur le projet? Ouais. J'ai toujours ma communauté, quand je lançais un projet, elle a toujours été là, elle a toujours suivi le projet quand je lançais quelque chose, quoi. Même une collaboration avec une marque, j'ai une communauté qui est assez engagée et qui me suit dans mes lancements. Donc oui, je l'ai direct senti engagée dans le lancement. J'ai eu que des bons retours, vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. C'est vrai que les difficultés sont plus arrivées par la suite, mais sur le lancement, tout ça, c'était que du positif. Donc en fait, quand tu lances ta marque, vu que tu as déjà une audience, tu lances une marque avec déjà potentiellement plein de clientes. Oui, complètement. Est-ce que vous aviez une stratégie pour chaque sortie de collection? Comment tu fonctionnais avec la team com? Ouais, la stratégie, elle se lançait à chaque nouvelle sortie de collection, effectivement. On la réfléchissait pas en amont, on la réfléchissait vraiment au fur et à mesure de la collection, comment on l'avait créée, tout ce qui s'était passé. On filmait beaucoup les backstage, tout ça. Donc, on était sur on montait la stratégie au fur et à mesure de la collection. Et on a déjà un peu parlé, mais du coup, Galea, c'est un projet qui avait une DA très forte. En un coup d'œil, quand on voyait les contenus qui passaient dans le feed, on reconnaissait. Comment ça se met en place, ça? Ça, c'était grâce à ma CM. Ça a été, c'est elle qui a pensé tout ça. Après, l'idée, c'est que quand tu te lances dans une DA pour une marque, c'est ça, c'est qu'elle, comme tu le dis, c'est que quand les gens ils le voient, ils reconnaissent directement que c'est justement la DA de la marque, et le fait de toujours être dans le même esprit, c'est hyper important. Donc c'est très important d'avoir une DA dès le début et de s'y tenir, d'avoir un code couleur, d'avoir la même typo, des choses qui reviennent tout le temps pour que ce soit reconnaissable. On l'a eu avec Galea, mais on l'a sur Sister Astro par exemple. Tu vois, c'est vraiment important d'avoir une DA très présente pour rester dans l'esprit des gens. Et du coup, ça, c'est vraiment un travail en interne. D'abord, on se met d'accord vraiment sur ce qu'on va produire pour ne pas le changer derrière, parce que sinon, c'est là où tu perds justement, tu perds ta communauté. Et essayer de faire quelque chose de assez neutre, je dirais quand même, parce que les tendances, elles changent rapidement. Et de ne pas se retrouver avec une DA justement imprégnée dans la tête des gens, ou après de devoir tout changer parce que les modes ont changé. C'est un peu compliqué, je trouve, de changer de DA. Donc, je pense que c'est plus une histoire de code couleur, et après, sur la typo, de ne pas partir trop loin parce que, attention, ça change vite. Et toi, c'est quoi tes sources d'inspiration, que ce soit en termes de contenu, d'image de marque? C'est quoi qui t'inspire? Ça va être d'autres marques de d'autres influenceuses étrangères. Anna Schomberg avec sa marque Araki, on adore. Même on s'inspire de géants, quoi, de Zara, tout ça. Ils ont une DA super forte sur les shootings, sur leur site internet. On regarde ce qui se fait ailleurs et on prend ce qu'on trouve le mieux, et on ne prend pas ce qu'on n'aime pas, justement, et qu'on n'aimerait pas retrouver sur notre site ou sur notre DA. Et après, Pinterest, c'est une source d'images hyper importante, et à partir du moment où tu te dis ok, je veux que ma marque elle soit plus dans ce mood-là et dans cette DA-là, justement, tu pines plein de photos qui restent dans le même esprit, et après tu te dis pour les shootings, ça va être plus ce côté-là pour cette collection, et du coup Pinterest, c'est magnifique, tu vois une photo, un style, et après ça t'en propose des centaines derrière qui ont le même style. Donc voilà, et après ça te permet de décliner le shooting et de te dire je vais partir dans ce style-là pour la prochaine collection, en tout cas pour les prochaines photos, quoi. Si tu n'avais pas été créatrice de contenu, est-ce que tu penses que tu aurais lancé cette marque? Non, je pense pas. Déjà, j'aurais pas eu, je sais pas ce que j'aurais fait d'autre comme métier, mais j'aurais pas eu les fonds financièrement pour lancer cette marque. Il y a différentes marques qu'on peut lancer. Sur Galea, il y avait différentes choses. Il y avait du prêt-à-porter, il y avait de la déco, il y avait des Santiago. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Santiago, mais le projet, au départ, il était vraiment porté sur ce produit-là. Les Santiago, ça coûte
extrêmement cher. Donc, c'est vrai qu'il aurait fallu, dans tous les cas, un gros budget de lancement. Quand tu veux faire les choses bien et avoir quelque chose de quali et pas quelque chose qui bug et tout ça, je parle de l'infrastructure du site, tout ça, ça coûte excessivement cher. Je crois que, pour souvenir, le site, ça devait être 20 000 euros, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, j'avais fait appel à une super agence pour le faire et ça coûte très cher. Alors, tu peux faire des sites pour rien du tout aujourd'hui, pour 500 euros, mais aussi pour 20 000 et aussi pour certainement beaucoup plus. Mais du coup, quand tu veux faire les choses en te disant je veux vraiment les faire bien, bah, ça coûte de l'argent. Et franchement, sans avoir eu l'influence à côté, en ayant les fonds financiers et aussi en me disant bah, je pars déjà avec une potentielle clientèle, je suis pas sûre que je me sois lancée sur un produit aussi particulier que la Santiago, par exemple. Ouais. Est-ce que y a eu la place à du marketing d'influence pour Galéa? Est-ce qu'il y a eu des collaborations ou du gifting ou... Non, franchement, très très peu. Très peu. En tant que créatrice de contenu, tu n'avais pas envie, toi, de mettre en place ce levier-là pour ta marque? En fait, je sais que donc, du coup, je suis une marque de créatrice de contenu. Moi, je sais qu'en tant que créatrice de contenu, on attend une rémunération auprès des marques quand on nous propose des collaborations. On accepte aussi du gifting, bien évidemment. Mais moi, je voulais pas partir dans l'idée que j'écrive à mes copines créatrices de contenu et qu'elles se sentent obligées de faire quelque chose parce que c'est moi qui leur écris. Donc, du coup, j'ai pas du tout adopté cette stratégie-là. Quand j'avais des copines influenceuses qui m'écrivaient, où je croisais, qui me disaient « Ah, j'adore cette paire, j'aime trop ce maillot de bain », je leur envoyais avec grand plaisir. Mais moi, j'ai jamais fait la démarche de leur proposer... de recevoir des produits parce que je voulais pas qu'elles se sentent obligées de quoi que ce soit. Donc, j'ai pas fait appel à l'influence. Il y avait presque un désavantage, du coup, dans ce cas-là, d'être déjà créatrice de contenu. Ouais, complètement. C'est vrai que si j'étais pas créatrice de contenu et que j'avais vendu ma marque auprès d'influenceuses, avec les Santiago ou les maillots, j'aurais peut-être eu plus de création de contenu auprès d'influenceurs parce que j'aurais osé leur écrire. C'est même pas une question d'oser, de pas oser, parce que oser leur écrire, c'est pas un souci. C'est vraiment, j'avais pas envie d'avoir cette impression-là qu'elles se sentent obligées de faire quelque chose derrière, quoi. Je comprends. Voilà. Est-ce que quand tu as lancé la marque, après, c'est vrai qu'on prend Galéa comme exemple, mais ça peut être aussi pour d'autres projets. Au moment du lancement, est-ce que tu as l'impression, vu que tu es créatrice de contenu, d'avoir une pression supplémentaire et que c'est aussi l'image de Noolita qui est en jeu? Bien sûr. Ça va de soi, ça va avec. C'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il y a à gérer de manière générale autour d'une marque et notamment le SAV, sur le SAV, je sais très bien que certaines personnes abusent du fait que je sois influenceuse. Et du coup, moi, en tant qu'influenceuse, on se doit pas de répondre parce que la réponse reste de manière très, très détachée comme n'importe quel SAV. Mais je vois qu'on se doit de faire toujours plus d'efforts sur des choses parce que je suis influenceuse et que les gens, je le vois très bien dans les messages, quand ils s'adressent... Et s'ils ne s'adressent pas comme ils s'adresseraient à un service client habituel. Donc, sur ça, déjà, oui, on se sent redevable quand on est influenceuse et qu'on crée une marque, que les gens... je sais pas, parfois, bien sûr, il y a des clients hyper bienveillants et je ne mets pas du tout le monde dans le même panier, mais il y en a qui en abusent. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, oui, aussi, en tant qu'influenceuse, tu te dois de bien faire parce que normalement, il y a une marque qui se crée, tu sais pas qui est derrière. Point, il y a une marque qui se crée. Là, les gens mettent une image, mettent un visage derrière la personne qui a créé la marque. Donc, oui, tu as un peu plus de pression et tu te sens... tu portes le projet avec à ton nom, quoi. Donc, c'est différent, bien sûr. C'est clair. Ces dernières années, tu as eu plusieurs marques, plusieurs business que tu nous as toujours partagés sur les réseaux. Ça vient d'où cette envie de te diversifier et d'avoir plusieurs projets? C'était vraiment une envie de vouloir tout tester, en fait, tant que c'était possible. Tant que ce métier me le permettait, c'était de me dire je peux tout tester, je peux tout faire. Il y a des gens qui viennent à moi, qui me proposent des projets sans avoir l'opportunité... sans être influenceuse, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de le faire. Donc, du coup, je veux en profiter et je veux le faire. Vraiment, derrière tout ça, il n'y a jamais eu la motivation de l'argent. Ça a toujours été, je veux tester des nouvelles choses, tout ça. Tester, c'est
c'est aussi avoir des échecs, se planter parfois. Donc finalement, j'ai appris plein de choses. Donc il n'y a rien que je regrette dans ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est comme quand toi, par exemple, tu es salarié d'une boîte et tu te dis, tiens, j'aimerais bien tester et faire ça maintenant, quelque chose de différent. Ça fait 11 ans maintenant que je fais ce métier-là et de se dire, oui, on se renouvelle, on fait tout le temps des nouvelles choses à travers les réseaux sociaux, tout ça, bien sûr, mais ça reste la même chose quand même depuis 11 ans. Et donc là, c'est vraiment dans l'idée de se dire, je teste de nouvelles choses et je vois et j'apprends et j'adore apprendre de nouvelles choses. Déjà, ça fait partie des trucs que j'aime le plus, c'est apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, c'est juste l'opportunité d'apprendre et de tester de nouveaux projets. Il y a quand même une fibre entrepreneuriale en toi. Oui, bien sûr. Vraiment, une fibre entrepreneuriale, ça c'est sûr. Ça a toujours été ancré en moi. Je pense que j'étais destinée dans tous les cas à être entrepreneur plus que dans une voie plus classique d'entreprise. Ça c'est sûr et certain. Si ça n'avait pas été l'influence, ça aurait été autre chose. Et pas forcément, l'entrepreneuriat ne s'arrête pas juste à la création d'une marque. Donc ça n'aurait pas du tout été ça forcément. Mais moi, à la base, j'avais commencé mes études pour être organisatrice de mariage. C'était le tout début des organisatrices de mariage, d'événements, l'arrivée en France de ce nouveau métier. Et j'avais tout commencé pour partir dans cette voie-là. Et donc, du coup, j'aurais été entrepreneur là-dedans, très certainement. C'est un projet auquel tu penses plus du tout, ça ? Non, aujourd'hui, je pense plus à ça. Après, donc, du coup, j'ai créé Slowé. Mais Slowé, on fait vraiment de l'organisation d'événements. Donc, privé en B2B ou en B2C. On le fait pour des voyages presse, pour des séminaires d'entreprise, tout ça. Donc, je suis complètement dans l'organisation aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc, je retrouve complètement ce que j'avais appris dans le début de mon parcours professionnel avec l'organisation de mariage. Ça reste la même chose, sauf que c'est pas un mariage, mais c'est la même chose. C'est la même orga, c'est des rétro-plannings, c'est tout ça. Donc, je m'y retrouve complètement là-dedans et j'adore. Ça, j'adore. C'est quoi les erreurs business sur tout ton parcours qui t'ont vraiment appris et qui t'ont fait voir peut-être les choses différemment ? Erreurs business, il y en a eu plusieurs. Déjà, c'est quand on ne connaît pas, on fait confiance. On fait confiance aux gens. Donc, pas faire confiance à n'importe qui, parce que je me suis retrouvée plusieurs fois à faire confiance pas forcément aux bonnes personnes et me retrouver du coup bloquée derrière. Autre erreur, c'est de pas tout faire vérifier par un avocat. C'est très important. En fait, on ne connaît pas. C'est pas notre métier de base. Avant d'apprendre de se tromper, de faire des erreurs, en fait, on ne les connaît pas, les erreurs à l'avance. On a toujours entendu parler de loin et on se dit toujours, mais non, nous, ça va bien se passer. Mais en fait, il faut tout faire vérifier par un avocat et toujours se back-upper au cas où que quelque chose se passe mal. En fait, il faut toujours voir le côté négatif de ce qui pourrait se passer pour anticiper. Et on ne sait jamais. Il vaut mieux se protéger plutôt que de partir en toute confiance. Ça, c'est les choses les plus importantes, les erreurs que j'ai pu faire, ça a vraiment été ça, c'est de me back-upper et de ne pas faire trop confiance. Aujourd'hui, tu as pris la décision de mettre la plupart de tes projets en stand-by. Une fois de plus, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une pression supplémentaire quand on prend une décision comme celle-là en étant une personnalité publique ? Je pense qu'au départ, je l'ai vu un peu comme une montagne, vraiment une montagne à monter, de me dire qu'il fallait que justement je me justifie de tout ça ou autre. Et finalement, ça prend du temps déjà de ralentir les choses, de soit stopper une marque, de soit ralentir et de mettre en stand-by une marque, parce que là, c'est plutôt ça pour Galéa. Je l'arrête pas, mais je la mets en stand-by parce que je suis enceinte et que c'était beaucoup de choses à gérer en plus. Finalement, c'est long, c'est très long. Mais c'est moins compliqué que ce que je pensais. Il suffit juste de mentaliser la chose et de passer à l'action. En fait, si tu arrives à gérer tous les problèmes avant que cela crée, tu peux aussi les gérer la situation que d'arrêter ce projet-là ou de le mettre en stand-by. Donc, tout se fait. C'est juste la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, la peur de prendre des décisions. C'est ça qui bloque. Mais c'est pas facile de le faire. Mais en tout cas, si j'ai pris la décision, c'est que là, je sais que c'est pour du mieux. Et c'est juste que je n'ai pas eu le temps de m'y consacrer à plein temps. Franchement, une marque, c'est du plein temps. Là, sur Slowé, moi, je suis associée avec quelqu'un sur place qui gère avec moi. Sinon, je serais incapable de gérer la chose comme il se doit. Avec Sister Astro, je suis associée à Jenny. C'est elle la fondatrice de
de Sister Astro. Et moi, je suis là en tant qu'associée minoritaire et ça me va très bien, cette place-là. Mais de porter à bout de bras un nouveau projet, un projet à 100%, j'en suis incapable aujourd'hui avec l'influence parce que ça me demande beaucoup trop de travail. Donc voilà, c'est pour cette décision c'est pour tout ça que j'ai décidé de mettre en stand-by certaines choses et pas d'autres. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, j'arrivais pas à me concentrer à 100% dans un projet. Donc au lieu de faire les choses à 20% d'un côté, 80% de l'autre, je préfère me remettre à 100% dans certaines choses et 0% pour le moment. Tu as justement mentionné Sister Astro. Ouais. Donc ça, c'est un projet qui existait sans toi, qui a existé sans toi. Jenny l'a créé sans moi quand elle était à Los Angeles à l'époque, mais j'ai intégré la boîte directement dès le début. Ça a commencé sur un compte Instagram où elle communiquait des choses. Elle s'est fait un peu dépasser par les événements parce que ça a vraiment buzzé très rapidement. Elle s'est fait un peu dépasser par les événements, ça allait très vite, donc du coup, elle a créé une société derrière. À la base, c'était juste un compte Instagram, comme tu peux créer un compte Instagram qui n'a pas de vocation à être une entreprise ou autre. Et directement, en fait, j'ai fait partie du board dès qu'elle a créé la boîte. Donc, j'étais là au début de la création de la société, mais tout ça sort de sa tête au départ, ouais. Ok. Et donc, tu as aussi envie d'avoir ce rôle-là parfois, de pas être à la création. Complètement. C'est pour moi, en fait, c'est là où je m'y retrouve le mieux. C'est ce que je te disais, j'arrive plus à communiquer. Finalement, je m'en suis rendu compte pour les autres, pour les marques, les autres marques, les marques des autres et pas forcément la mienne. Je me sens plus gênée d'avoir l'impression de devoir faire la promotion, de vendre un produit qui est associé vraiment directement à moi. Et j'ai beaucoup moins de mal à parler des projets des autres, d'en parler avec le cœur. Je sais pas, parce que je sais pas, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et je suis projector en woman design et je pense je m'y retrouve beaucoup plus là-dedans. C'est là où est ma place plutôt que pour impulser les projets au départ. C'est vrai que la différence aussi en tant que Nolita, parler des marques des autres ou parler de la tienne, c'est sûr que je pense qu'on a toujours peur aussi que les gens se disent évidemment qu'elle la vend sa marque. C'est sa marque. C'est sa marque. Et ça, je n'aime pas ça. Alors que finalement, je connais mieux ma marque que n'importe quelle autre marque que dont je pourrais en parler. Mais c'est le côté du coup commercial que j'ai un peu du mal à incarner, alors que c'est des projets que j'ai montés de A à Z avec le cœur, mais c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'en parler. Donc c'est vrai que et maintenant j'aime bien cette place d'associer minoritaire où j'amène vraiment mes capacités là où on m'attend. Pas plus. Et il y a associé minoritaire et associé minoritaire. Hein. J'ai déjà été dans un business à 51-49 où tu fais tout de même à 51-49 et là tu te fais avoir au final. Ça non. Mais là, cette place-là d'être associé minoritaire et on attend de moi que je donne mes conseils sur la communication, sur un soutien au quotidien, sur des idées créatives, sur tout ça, ça me va très bien. C'est ça ma place, vraiment. Et donc aujourd'hui, on a besoin de toi pour tes conseils et ton expertise en communication, alors que ça n'a jamais été ce vers quoi tu allais à la base. Non, pas du tout. C'est vraiment le terrain qui t'a formé. Complètement, c'est le terrain qui m'a formé. Quand on arrive sur le compte de Nolita, c'est comme un Pinterest, avec une DA qui t'est propre, encore une fois. Est-ce que Nolita, c'est comme une marque ? Est-ce que tu gères ce compte comme une marque ? Oui, complètement. Après, maintenant, je te dirais que je fais quand même un peu moins attention à mon feed par rapport à avant. Avant, c'était très important d'avoir un super joli feed. Tout ça, maintenant, c'est plus quelque chose auquel je fais vraiment attention parce que l'algorithme a changé, parce que maintenant on passe plus en priorité. Quand on poste un post, il peut passer 4 jours dans le feed des gens, donc t'es moins dans ce truc d'avoir le feed parfait. Franchement, c'est plus ce qui m'intéresse. Après, les photos, j'ai toujours la même DA, donc je reste là-dedans, donc c'est pour ça que ça reste harmonieux. Mais oui, c'est quand même pensé comme une marque, évidemment.
tu parles de la même manière depuis 11 ans. C'est même si c'est ma manière d'être, c'est qui je suis, c'est ma DA finalement. Donc voilà, les photos, c'est le même style. Je suis pas là à vouloir changer à tout prix de style de photo pour passer à un autre style, pour changer mon feed comme je pourrais le faire sur d'autres sujets de marque, tu vois. Mais non, tu t'inspires, tu trouves des inspirations, tu te dis pour la prochaine fois, pour un prochain shoot, pour une marque, tiens, je ferai ce style-là. Et voilà, donc oui, tu le penses finalement comme une marque. Ouais. Est-ce que quand tu as lancé ta marque, tu as eu l'impression qu'on te propose moins de collaborations sur des concurrents ? Non, parce que là, par exemple, sur Galéa, c'était du prêt-à-porter, chaussures déco. Non, on a continué de m'en proposer. C'est juste que j'ai eu Voilà Beauté, donc une marque de cosmétiques aussi, où j'étais associée du coup à un gros groupe. Mais j'avais toujours autant de propositions à ce niveau-là. Par contre, de moi-même, je refusais les collaborations parce que du coup, j'avais ma propre marque et que j'utilisais mes produits sur tout ce qui était hydratation, soins, visage. Je n'ai pas fait une seule collaboration avec une autre marque. C'était moi-même qui refusais. Mais sinon, je l'ai pas... Non, tu vois, parce que maillot, ça fait des années que je fais du maillot de bain. On a quand même continué à me proposer beaucoup, beaucoup de maillots puisque je suis souvent au soleil. Et je refusais tout simplement les collaborations. Ouais. Alors... Social Kids, donc on veut le concept comme un terrain de jeu. Okay. C'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc on va jouer à un premier jeu. On va jouer à touche-touche. Le principe est simple. Tu dois juste répondre du tac au tac. Ok. Mode ou déco ? Déco. Paris ou Ibiza ? Ibiza. Je touche des points sensibles. Ouais. Instagram ou TikTok ? Instagram. Influenceuse ou entrepreneuse ? Entrepreneuse. Stratégie ou créativité ? Stratégie. Vision ou opportunité ? Vision. Mode ou voyage ? Mode. Camille ou Noolita ? Camille. On va terminer l'épisode sur un deuxième petit jeu, le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Donc je vais juste commencer une phrase et je te laisse la terminer. Okay. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de bien s'entourer. Merci Camille. Merci à toi. Merci d'avoir beaucoup. accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est super. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao. Salut.